Bonjour, nouvelle émission Storytelling. Alors la dernière fois nous avions avec nous Henri IV, le bon roi Henri. Cette fois d'autres rois, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, les rois absolus. Évidemment, donc nous allons parler de ces rois absolus, absolutisme. Alors ça évoque en fait, il y a un côté fascination pour Versailles, fascination pour la cour, la galerie des glaces, et en même temps répulsion avec cette espèce de satisfaction que la révolution y mette fin. Bien, on va voir un peu ce qu'il en est vraiment et notamment, est-ce que les rois absolus étaient-ils vraiment absolus? Alors pour comprendre un peu ce qui se passe, on va remonter quelque part là où on s'était arrêté la dernière fois, donc cette Europe fin 16e, 17e siècle, et on a vu le pouvoir s'est renforcé, on l'a vu avec François Ier, avec Henri IV, petit à petit il se renforce, mais bon, partout, en France comme en Europe, les rois et les grands, les nobles, continuent à s'affronter. Les rois pour renforcer leurs pouvoirs royaux, les grands pour préserver leurs prérogatives aristocratiques, affrontement qui peut d'ailleurs prendre tout à fait la forme d'affrontement directement armé. Alors, de ces conflits qui structurent en fait tous les 16e et 17e siècles, il y a trois modèles monarchiques qui vont sortir, qui existent dans l'Europe des 17e et 18e siècles. Le premier est dans la continuité des siècles précédents, c'est le modèle seigneurial. C'est donc un modèle où il y a un équilibre négocié entre le pouvoir royal et le pouvoir aristocratique. C'est ce qu'on a par exemple dans le Saint-Empire romain germanique. Deuxième modèle très intéressant, mais on n'a pas le temps de s'y attarder, c'est le modèle de la monarchie libérale à l'anglaise qui limite les pouvoirs du roi. Et le troisième modèle, celui dont on va parler, la monarchie absolue, dans lequel on a l'impression, et de fait le roi l'a emporté sur le pouvoir des grands. Une monarchie absolue qu'on retrouve donc en France, mais qu'on retrouve aussi là où les Bourbons sont sur le trône, royaume de Naples, l'Espagne, ainsi qu'en Russie. Les rois d'Angleterre ont essayé, mais justement, ils ont été freinés par des révolutions au XVIIe qui ont mis place la monarchie libérale. Alors, c'est des monarchies, les monarchies absolues, dans lesquelles le pouvoir est concentré dans les mains du roi. Et elle est concentrée dans les mains du roi qui s'appuie sur une administration qu'il nomme, qu'il contrôle et qui est centralisée. Alors, le terme d'absolutisme, il est postérieur à la période. On ne le crée en fait que sous la Révolution française, en 1796, et il est connoté très négativement. En revanche, l'adjectif absolu est couramment utilisé à cette époque, et en fait, il est synonyme de souverain, parce que c'est bien ça, en fait, que l'on va mettre en place, c'est un roi souverain. En fait, dans l'ancien système, dans ce gouvernement mixte seigneurial entre pouvoir aristocratique et pouvoir monarchique, le roi est suzerain. Avec la monarchie absolue, et c'est permis parce qu'il y a eu une révolution théorique, il y a des écrits, Baudin et d'autres, le roi n'est plus suzerain, il est souverain. Souverain, ça veut dire qu'il est absolue, que sa puissance est absolue, et pour justifier qu'elle soit absolue, on a vu que ça se mettait un peu en place avant, eh bien, elle est absolue parce qu'elle serait d'émanation divine, d'où l'expression roi de droit divin ou légitimité divine. Le roi tient son pouvoir de Dieu, il l'exerce en lieu et place de Dieu. L'expression lieu tenant de Dieu sur terre veut dire tenant lieu de Dieu sur terre. Ça a été possible parce que, on l'a vu se construire dans les épisodes précédents aussi, il y a eu un accord et une entraide entre l'Église catholique d'un côté et le roi de France de l'autre. Parce que l'Église catholique, elle est en prise, on l'a vu avec Henri IV, avec la Réforme, avec les protestants, et certains grands du royaume sont protestants. Donc l'Église catholique a tout intérêt à s'appuyer sur un pouvoir royal renforcé pour lutter contre la réforme qui, elle, est parfois soutenue par les grands du royaume. Donc il y a des intérêts bien sentis des deux côtés et qui expliquent que l'Église a intérêt à ce renforcement du pouvoir royal. Ce qu'on avait vu d'ailleurs la dernière fois avec le traité de l'édit de Nantes, qui est souvent présenté comme un édit de tolérance et qui en réalité est de plus en plus travaillé aujourd'hui par les historiens comme un texte qui est l'un des premiers textes d'encadrement de la population et pas simplement de tolérance de la religion protestante et qui donc rend possible, met en place une première matrice du pouvoir absolu. Ouais, il y a vraiment ces deux institutions qui sont d'accord. Donc le roi est désormais souverain, donc absolu, il concentre en sa main tous les pouvoirs, celui de juger, celui de faire la guerre, celui de faire et défaire la loi, celui de gouverner, ce qu'on appellera plus tard, avec Montesquieu, exécutif, législatif et judiciaire.
Pour ce faire, les rois, alors Louis XIII puis Louis XIV, mettent au pas progressivement tous les contre-pouvoirs, matent la noblesse par une série de procès, puis la domestique dans la cour à Versailles, et cessent de convoquer les États généraux à partir de 1614. Concrètement, on crée dans les régions du royaume des officiers du roi, des intendants, qui sont par lui nommés, contrôlés, promus, et qui, à la place des grands du royaume, exercent l'administration et la justice. Par ailleurs, c'est aussi assuré par une mise en scène, évidemment, de ce pouvoir absolu, dont le moment phare, c'est les cérémonies monarchiques, la plus importante étant le sacre, que l'on a vu aussi à plusieurs reprises, mais aussi les funérailles ou, importantes, les entrées de ville. Et puis, bien sûr, Versailles. Et puis, bien sûr, Versailles. Donc, voilà, Versailles, la société de cour, et la manière avec laquelle, alors surtout, c'est plutôt Louis XIV, Ouais. la manière avec laquelle Louis XIV orchestre tout un jeu de courtisanerie qui est évidemment vu d'ici assez risible, mais qui en réalité est véritablement un rituel de pouvoir. Alors, il faut rappeler que Louis XIV avait été particulièrement heurté lorsque dans sa jeunesse il avait dû quitter Paris à toute vitesse à cause de la Fronde et qu'il s'était promis que cette noblesse, comme tu l'as dit, il la domestiquerait. Et comment mieux domestiquer qu'en faisant venir près de soi pour pouvoir contrôler, mais surtout en exerçant un contrôle qui relève sur le regard du roi. C'est-à-dire qu'en fait, le niveau de légitimité et presque la valeur de l'individu noble dépend de l'intérêt qui lui est accordé par le roi. Et donc du coup, et par un simple jeu de rituel, le roi peut désavouer ou au contraire parrainer, enfin adouber, voilà, adouber symboliquement celui qu'il va désigner comme digne d'être reconnu. Et donc ça, on sait que ça a été extrêmement utile, que ça a fonctionné de manière absolument incroyable. C'était intensément vécu par les nobles. C'était intensément vécu au point que la pire humiliation n'était pas d'être pauvre, mais c'était d'être désavoué par le roi. Donc Versailles, c'est ça aussi. Et puis bien Versailles entendu, et l'étiquette. Voilà, c'est l'étiquette, c'est le lever du roi, le coucher du roi, l'architecture et le jardin qui, à elles seules aussi, sont l'émanation de ce pouvoir absolu. Alors, on pourra par ailleurs préciser que l'absolutisme s'est révélé préjudiciable aux femmes et au pouvoir au féminin. En fait, dans la monarchie seigneuriale, quand les nobles, quand les grands avaient encore du pouvoir, les femmes pouvaient exercer un pouvoir au féminin parce que quand le noble était soit à la guerre, soit mort, et que c'était la femme qui était la chef de la famille noble, eh bien, elle exerçait les pouvoirs administratifs et judiciaires. Et quand on regarde dans ces monarchies seigneuriales, même si, alors pour le cas de la France, le roi, à ce moment-là, ne pouvait pas, enfin, Louis Salic oblige, était forcément un homme, la reine de France avait du pouvoir encore jusqu'au XVIe siècle. Elle était sacrée comme le roi. Quand elle entrait dans une ville seule, elle était accueillie. Il y avait des cérémonies d'accueil de la reine. Et quand le roi mourait et que l'autre était, enfin le successeur était trop jeune pour remonter sur le trône, c'est la mère qui exerçait la régence. On connaît par exemple Catherine de Médicis. Eh bien, avec l'absolutisme, c'est fini. C'est fini d'abord parce que le déclin du pouvoir des nobles va empêcher ces espaces de pouvoir au féminin. Donc, il reste plus que le pouvoir royal. Et le pouvoir royal, qui est forcément un homme, eh bien en fait, dans le cadre de l'absolutisme, va reléguer la reine, qui n'est plus que génitrice, mère d'eux ou sœur d'eux. Elle n'est plus sacrée, en tout cas plus comme elle l'était auparavant. Elle n'a plus le droit à des entrées royales si elle est seule, uniquement quand elle est avec son royal époux. Et quand Louis XIV décède, ce n'est pas la mère du futur Louis XV qui va exercer la régence, mais l'oncle. Donc on voit bien, c'est très préjudiciable au pouvoir des femmes. Alors, ce qui est surtout, et c'est là que les recherches récentes sont très importantes, ce que l'on montre de plus en plus, c'est que, bon, ok, il y a une noblesse qui a un peu plié l'échine, il y a eu une remise au pas des contre-pouvoirs, mais malgré tout, il y a de très importantes limites à l'absolutisme, au point d'abord que les historiens et les historiennes utilisent de moins en moins le terme absolutisme. Des limites d'ailleurs dont les rois ont conscience plutôt. On regarde par exemple les mémoires que Louis XIV a rédigées, ou plutôt fait rédiger, pour son fils le dauphin. Eh bien, il dit « Voilà ce que je pouvais faire et voilà ce dont je me contentais ». Donc il a conscience des limites de son propre pouvoir, de la distance entre le désir, l'utopie de pouvoir absolu et la réalité des pratiques. Et pourtant, ces limites, elles sont peu connues et elles ont été très longtemps
peut enseigner. Oui, alors c'est à ce moment-là que nous ressortons notre petit Lavis. Notre petit Lavis. Louis XIV, c'était un personnage extrêmement important chez Lavis, donc cet historien de la Troisième République qui a fait de très nombreux manuels. C'était véritablement l'incarnation du bon roi. Alors ça, c'est du bon roi. Le vrai bon roi, c'était Saint-Louis, mais Louis XIV, c'est l'apogée de la monarchie. C'est the roi. C'est the roi. Et il en a besoin parce qu'il va falloir petit à petit préparer à la Révolution française. Et en fait, Louis XV et Louis XVI vont être de mauvais rois par rapport à Louis XIV, justement. Donc, il a besoin de faire en sorte que Louis XIV ce soit l'acmé, l'apogée de ce qui était bon. Et en effet, il faut montrer aussi, dans le but de préparer la Révolution française, que c'est le moment où tous les droits sont cadenassés et où le roi va absolument tout maîtriser. Donc, Lavis nous présente Louis XIV comme absolument splendide. Évidemment, c'est le fondateur de Versailles. C'est celui qui contrôle tout. C'est celui qui n'est pas encore dans l'excès, mais qui prépare les excès à venir. Et évidemment, il ne parle pas du tout des limites de la monarchie absolue. Non, en plus, il regarde beaucoup, c'est une historiographie qui regarde les institutions et pas trop les pratiques. Alors, c'est quand on regarde les pratiques qu'on voit les limites. Parce qu'il y a des limites. Alors d'abord, il y a des limites, celles qu'on appelle les lois fondamentales, qui ne sont pas une constitution, il ne faut pas faire l'erreur, mais il y a des lois qui limitent le pouvoir du roi, par exemple les lois de succession. Le roi ne dispose pas de la couronne, dit-on. Il ne peut pas savoir qui lui succède, il ne peut pas décider. Louis XIV, pourtant le roi absolu, le roi soleil, il avait fait un testament dans lequel il légitimait les enfants qu'il avait eus avec sa maîtresse pour en faire des possibles prétendants au trône. Ça a été cassé par les parlements, il ne pouvait pas choisir, il ne pouvait même pas légitimer ses enfants illégitimes. Bon, à cela s'ajoute tout un ensemble de libertés, de privilèges qui sont des villes, des États provinciaux que là, le roi, tout absolu qu'il était, n'avait pas pu casser. Et le roi ne peut pas non plus limiter les privilèges des ordres, ni de la noblesse, ni du clergé. Et en fait, il y a l'historien, par exemple, Joël Cornette, qui dit « le roi n'a pas domestiqué la noblesse ». En fait, il négocie avec la noblesse. Certes, on l'a vu, il l'oblige à accepter les règles de l'étiquette, mais les nobles conservent un pouvoir politique. Et l'espace de ce pouvoir politique, c'est les parlements. Les parlements, on les a déjà vus à plusieurs reprises. C'est des cours de justice, mais elles ont un pouvoir politique. Ce pouvoir politique, c'est qu'elles enregistrent les édits royaux et qu'elles font rédiger et remonter des remontrances. Et c'est un énorme obstacle, en fait, au pouvoir du roi. Alors, Louis XIV les brise avant de mourir, mais justement, comme il meurt et que c'est la régence, les parlements en profitent pour récupérer leurs droits d'enregistrement et de remontrance. Louis XV le refait, c'est la réforme Maupeou, et Louis XVI, malhabile, arrivant sur le trône, redonne au Parlement ses prérogatives politiques. L'autre grosse limite au pouvoir du roi, et là c'est vraiment des travaux récents qui l'ont mis en évidence, Daniel Dessert par exemple, un moderniste qui l'a bien montré, ce qui limite le pouvoir du roi, c'est qu'en fait il est dans une énorme dépendance financière des grands du royaume et des plus riches, mais qui sont généralement des nobles. Le roi, pour avoir de la puissance, il lui faut de l'argent. Le problème, c'est qu'il ne peut pas recourir à l'impôt, puisque les ordres privilégiés ne sont pas imposés, or c'est eux qui ont le plus d'argent. Il doit donc faire appel à l'emprunt, il fait appel à des financiers qui récoltent sous forme d'emprunt de l'argent qu'ils prennent ou aux nobles ou aux élites les plus fortunées. Donc ces mêmes élites que l'on a écartées de la vie politique, eh bien on les sollicite pour qu'elles prêtent de l'argent, et résultat, le roi est sous leur dépendance. Donc, le pouvoir absolu est contesté par les nobles, et d'ailleurs tout le XVIIIe siècle en est la preuve. Les rois ne parviennent pas à imposer leurs réformes fiscales, qui tentent Louis XV puis Louis XVI de mener. À chaque fois que le roi crée un édit qui pourrait imposer les nobles, c'est cassé par le Parlement. S'ensuit des frondes parlementaires que ni Louis XV ni Louis XVI n'ont parvenu en fait à régler. Louis XVI finira par trouver une solution. Il convoquera les États généraux, qu'on n'avait donc pas convoqués, depuis Louis XIV. Mais la suite, on la connaît et on vous la racontera la prochaine fois. C'est la Révolution française. À la prochaine.